Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures du mois d'avril et c'est une vidéo un petit peu particulière vu que c'est l'anniversaire des bilans mensuels. Ça fait un an tout pile que j'ai repris ce format et j'en suis vraiment très ravie parce que depuis que j'ai commencé ma chaîne, je suis vraiment passée par tous les formats pour chroniquer mes lectures. J'avais fait au tout début de ma chaîne des bilans mensuels et puis j'étais passée aux updates lectures. Il y a un moment donné, j'avais fait des C'est lundi que lisez-vous. Et puis, il y a eu aussi un moment où je ne chroniquais plus toutes mes lectures, mais seulement mes préférées. Et puis, il y a un an, je suis repassée au bilan mensuel, et là, je ne sais pas, je me suis sentie tellement plus à l'aise dans ce format, ça me plaît vraiment beaucoup, et vous y êtes vraiment réceptifs, donc voilà, je suis comblée. Joyeux anniversaire les bilans mensuels. Reconcentrons-nous sur ce mois d'avril, j'ai lu 6 livres, là vous en voyez 5 qui sont en train de se casser la gueule. Et il y a aussi eu un e-book, voilà. J'ai commencé avril avec le premier tome de la saga L'école du bien et du mal par Soman Shenani, publié chez Pocket Jeunesse, qui raconte l'histoire de Sophie et Agatha, deux jeunes filles qui vont être enlevées un soir et amenées à l'école du bien et du mal, qui est une école très spéciale puisqu'elle forme les futurs personnages des contes de fées. Lorsque je vous ai parlé de ce livre dans ma vidéo Pile à lire du printemps, je me rappelle que vos retours étaient assez mitigés, notamment par rapport au style de l'autrice. Et moi, lorsque j'ai commencé cette histoire, honnêtement, ça l'a fait. J'ai vu une autrice qui avait beaucoup d'imagination, qui l'avait énormément employée pour son école, parce que cette école, elle est vraiment hyper bien pensée, hyper bien réfléchie, très riche en détails. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la découvrir. J'ai aussi beaucoup aimé le ton du récit, très sarcastique, très second degré. On va découvrir notamment les personnages de Sophie et d'Agatha, puisque ce sont les deux héroïnes, et la façon dont elles sont présentées. C'est vraiment très sympa parce que Sophie, c'est cette fille qui est très princesse, très jolie, qui essaye de bien se conduire, mais nous le lecteur, on voit qu'au fond c'est une vraie peste. Et au contraire, on a Agatha. Agatha qui est cette fille qui n'est pas jolie, qui a une mauvaise conduite, mais quand on creuse un peu, on voit que c'est une fille qui a des valeurs. Et Agatha va se retrouver dans la partie du bien de cette école et Sophie dans la partie du mal. Donc Sophie est destinée à devenir une méchante, donc une sorcière ou peu importe, et Agatha plutôt une princesse. Sauf que pour ces deux filles, ça ne leur correspond pas du tout, elles se voient pas du tout comme ça. Alors que nous, lecteurs, on voit très bien ce qu'elles sont au fond d'elles et on voit très bien qu'elles ont été réparties dans les bonnes parties de cette école. Après pour moi, je dois dire que malheureusement j'ai fini par comprendre vos remarques parce que cette histoire pour moi elle est en deux temps. Une première partie qui est vraiment très sympa, très bien décrite, où on découvre vraiment un univers qui est vraiment bien. Honnêtement il n'y a pas à dire, moi je l'ai trouvé vraiment bien pensé. Mais au bout d'un moment, et je ne saurais pas vous dire quand, ça se dégrade un petit peu et je pense que l'autrice commence à y mettre de moins en moins de descriptions et ça joue pas mal. Moi je pense notamment à une scène très importante à la fin du livre que j'ai dû relire 2-3 fois parce qu'un personnage apparaissait et je comprenais pas d'où. Et en fait, je pense que plus ça va, moins ça devient visuel dans ce livre. Après, lorsque j'ai terminé ce récit, j'ai vu dans les premières pages en fait la petite présentation de l'autrice. On nous dit qu'elle est scénariste, donc je pense que ça explique pourquoi c'est pas la pro des descriptions, effectivement. Mais c'est tellement dommage parce que de base, il y a un grand potentiel avec ce livre quoi. Ensuite, je me suis plongée dans Raison et Sentiment par Jane Austen, publié chez Milady. Livre que j'avais très envie de découvrir depuis des années parce que j'adore l'autrice et puis Raison et Sentiment, j'en ai tellement entendu parler et en super bien que je voulais connaître l'histoire de la famille Dashwood puisque c'est d'elle dont il est question dans ce livre. On va plus particulièrement s'intéresser aux deux aînés de cette famille, mais tout d'abord, l'histoire commence lorsque le père décède et suite à ça, la maman et ses 3 filles se retrouvent ruinées. Donc elles vont être obligées de déménager, d'habiter dans un foyer beaucoup plus modeste et du coup, suite à ça, elles vont se retrouver avec de nouvelles fréquentations, de nouveaux voisins et du coup, de nouveaux potins et de nouvelles histoires dans leur vie. C'est une histoire digne de Jane Austen. Mais vraiment, je me suis régalée, j'ai adoré retrouver
tout ce qui fait que j'adore les livres de Jane Austen, sa plume, ses personnages qui sont jamais tout blancs, tout noirs, mais qui cachent toujours des petites choses, qui sont toujours un petit peu plus compliquées que ce qu'il n'y paraît, qui ont toujours des petites histoires comme ça au fond d'eux. Sur ce côté-là, ça m'a vraiment fait penser à Orgueil et Préjugés. Et puis dans ce livre, comme je vous disais, on suit tout particulièrement les deux aînés de la famille Dashwood, Elinor et Marianne. Elinor l'aînée, Elinor l'introvertie qui garde tout pour elle, qui essaye d'être modeste et plutôt raisonnable, c'est vraiment la raison, voilà Elinor. Et puis au contraire, il y a sa sœur cadette Marianne, complètement extravertie. Marianne, c'est les sentiments parce que elle vit tout à 2000%, elle ressent tout à 2000%. Et du coup, ça forme un vrai contraste entre ces deux sœurs et pour autant, ça ne les empêche pas d'être proches et c'est ça qui est vraiment bien avec ces personnages-là. Et puis évidemment, la raison et les sentiments, ça ne s'applique pas qu'à ces deux sœurs, ça s'applique vraiment à tous les autres personnages puisque, comme je vous disais, Jane Austen, pour moi, elle a vraiment un don avec ses personnages, ils sont toujours très riches. J'ai beaucoup aimé suivre les deux sœurs dans ce livre, voir comment elles interagissaient avec les autres personnages, voir comment elles découvraient petit à petit le secret des uns et des autres. C'était vraiment bien. Honnêtement, c'est une très bonne lecture. Si je dois faire un top de mes lectures préférées de Jane Austen, il serait en deuxième position, juste derrière Orgueil et Préjugés, qui pour moi a été un coup de cœur de fou. Là, c'est une très bonne lecture parce que il y a quand même quelques petits défauts, notamment la fin je trouve qui est trop rapide. Et puis ce personnage d'Edward qui a une certaine importance quand même dans ce livre et qu'on voit si peu quand même et ça m'a un petit peu frustrée. Mais en même temps, le reste est vraiment bon et moi j'ai passé un trop bon moment avec ce livre. Je suis très contente de l'avoir enfin lu. Suite à ça, j'ai enchaîné avec La Voix des Ombres de Frances Hardinge, publié chez Gallimard Jeunesse, qui raconte l'histoire de Meg Peace, qui a la faculté de voir les fantômes et un jour, elle va se retrouver possédée par l'un d'entre eux. Ça, c'était ce que je connaissais du résumé de base de ce livre. Et en fait, ce livre m'a vraiment étonnée et vu l'autrice, ça n'aurait pas dû être le cas parce que je sais qu'elle a beaucoup de talent, je sais de quoi elle est capable, notamment avec L'île aux mensonges. Mais vraiment, je m'attendais pas à autant de la part de ce livre parce que ça part comme ça, de quelque chose de tout simple avec cette jeune fille qui a la capacité de voir les fantômes et en fait, l'autrice nous immerge dans une espèce d'aventure de dingue. Bon déjà, Meg Peace va se retrouver à devoir vivre dans une demeure tellement particulière où du coup elle va en apprendre plus sur sa capacité, sur son don avec les fantômes, mais il faut quand même réussir à vivre là où elle va devoir vivre. Ça va être vraiment une quête pour elle, pour devenir plus libre, une quête aussi pour découvrir ce qu'on lui cache et puis, bon sang, quel contexte historique. Alors ça je m'attendais pas du tout à ça, mais on est en plein dans un espèce de conflit politique en Angleterre qui n'est pas encore une monarchie parlementaire, mais là c'est vraiment le conflit entre le roi et le parlement. Du coup dans ce livre on a les partisans du roi et les partisans du parlement, le tout qui s'affronte, Meg Peace qui se retrouve entre tout ça et elle en plus elle va devoir partir à l'aventure et oh là là bon sang, mais honnêtement je peux pas trop vous en dire dans ce livre, mais c'est tellement plus riche que ce à quoi je m'attendais en lisant le résumé que je suis vraiment tombée des nues. Et puis l'autrice elle a ce don quand même parce que lorsqu'il me restait que 100 pages du livre ou même un peu moins, j'avais toujours pas saisi comment cette histoire pouvait se terminer. C'est un univers qui est franchement un peu plus sombre que ce à quoi je m'attendais et pourtant L'île aux mensonges c'est pareil, au final c'est aussi un univers qui est plus sombre que ce à quoi on peut s'attendre. Là honnêtement c'était très bon. Voilà, L'île aux mensonges avait été un coup de cœur, celui-là c'est une très bonne lecture parce que je lui ai trouvé néanmoins quelques petites longueurs, notamment vers le début, mais honnêtement je chipote parce que c'était une très belle aventure avec des complots et tout ça et vraiment j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Suite à ça, il y a un petit peu ma mission de juré du plib qui est venue toquer à la porte genre ouh tu m'oublies pas quand même. Et du coup, j'ai lu un des 5 finalistes qui est donc Féline de Stéphane Servan, publié chez les éditions du Rouergue. Livre qui va nous raconter l'histoire d'une mutation qui va toucher les jeunes filles en particulier. En fait, ce qui leur arrive, c'est que leur corps se retrouve couvert de poils au point où il y a vraiment toute une animalité qui se dégage d'elles.
Donc forcément, ce genre de différence, ça fait paniquer tout le reste de la population. C'est un livre dont j'avais entendu beaucoup de bien, les autres jurés du PLIB sont plutôt enthousiastes sur ce livre et j'avoue que de mon côté, ça l'a moins fait en fait. Je suis plus mitigée parce que j'ai trouvé ce livre finalement assez prévisible. En fait, à partir du moment où on s'attaque à une différence, les gens vont réagir d'une certaine façon et je m'attendais à toutes leurs réactions dans ce livre. Donc, j'ai pas spécialement été surprise par tout ce qui arrivait aux personnages, par tout ce qui arrivait à ces jeunes filles en fait. En plus de ça, c'est un livre qui est vraiment basé sur des thématiques comme la féminité, l'animalité. Ce sont des thématiques que j'avais déjà retrouvées dans un précédent livre de Stéphane Servan qui était Le Cœur des Louves. Et Le Cœur des Louves, je l'avais préféré à cette lecture parce qu'il y avait un côté déjà un petit peu plus familial et aussi un côté un peu plus enchanteur. Du coup, à chaque fois que je lisais Féline, je pouvais pas m'empêcher de comparer avec Le Cœur des Louves parce que c'était le même auteur. Ça abordait finalement les mêmes sujets, mais pas de la même façon et j'étais moins séduite par Féline. Après, si je dois lui reconnaître une vraie belle qualité à ce livre, c'est que l'écriture est très fluide. Je m'attendais pas à ça venant du style de Stéphane Servan. Mais alors là, ça l'a fait tout seul. Je l'ai lu en 2 fois ce livre et voilà quoi. J'ai pas vu le temps passer, vraiment, ça se lit très bien, mais à mon sens, l'histoire est un peu trop prévisible. Donc voilà. Suite à ça, je ne savais pas quoi lire et ce qui est tombé vraiment bien, c'est que Margot Liseuse a sorti pile à ce moment sa vidéo sur Kate Morton et du coup, elle m'a trop donné envie de lire un livre de cette autrice. Enfin, j'avais déjà lu L'Enfant du Lac, mais j'avais super envie de découvrir ses autres livres. Et ça tombait bien, vu que j'en avais un justement dans ma pile à lire, qui est Les Heures Lointaines, donc publié chez Pocket. Alors c'est le livre qu'elle a le moins aimé de cette autrice, mais je me suis dit c'est le seul que j'ai dans ma pile à lire, donc bon, on va pas faire la difficile. Et du coup je me suis plongée dans cette histoire où on va découvrir le personnage d'Eddie. Eddie qui est un petit peu surprise parce qu'un jour sa mère va recevoir une lettre avec 50 ans de retard en fait. Cette lettre, elle aurait dû arriver il y a 50 ans et forcément quand sa mère l'ouvre et lit son contenu, elle est pas très bien. Elle explique à sa fille Eddie donc que lorsqu'elle était toute jeune, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme c'était très fréquent à Londres, les enfants londoniens étaient emmenés et allaient vivre pendant quelques temps à la campagne pour être éloignés du danger des bombes. Et c'est comme ça que la mère d'Eddie s'est retrouvée à habiter dans une espèce de château où vivaient 3 sœurs qui se sont occupées d'elle pendant cette période. Et justement, la lettre qu'elle a reçue vient d'une de ses sœurs. Sa mère n'en dit pas plus et Eddie voit qu'il y a quand même toute une histoire qui se cache sûrement derrière cette lettre. Donc elle va décider de mener un petit peu sa petite enquête. C'est un livre qui fait plus de 800 pages. Je me suis dit, ça va m'occuper pendant des bonnes journées ça. Et en fait, pas vraiment, parce que je l'ai lu assez rapidement, l'écriture était vraiment super fluide, je me rappelais plus que Kate Morton avait vraiment ce truc pour nous plonger dans ses histoires et pour nous faire tourner les pages comme ça, on voit pas le temps passer, on est vraiment pris dedans, on a envie de savoir ce qui a bien pu se passer. Après j'ai vu des petites critiques sur ce livre, notamment certaines personnes qui lui reprochaient quelques longueurs. Moi j'ai pas eu ce sentiment là, vraiment, comme je vous disais, je l'ai lu d'une façon très fluide. Mais je peux comprendre d'où ça vient parce que la répartition des chapitres pour moi elle est pas toujours très bonne en fait. Si vous voulez, vous avez donc 2 temporalités, le présent et le passé, et parfois on a vraiment tout un enchaînement de chapitres sur le passé, puis tout un enchaînement de chapitres sur le présent. En fait, à mes yeux, il aurait fallu faire un meilleur découpage entre les chapitres du présent et les chapitres du passé, faire un peu plus chapitres du passé, chapitres du présent, chapitres du passé, etc. Parce que c'est vrai que quand on lit beaucoup de chapitres sur le présent, on n'a qu'une envie, c'est de retourner dans le passé, et quand on lit beaucoup de chapitres sur le passé, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir dans le présent. Donc ça peut donner une sensation de longueur à ce niveau-là, je pense. Moi après, franchement, ça l'a fait. Mais je peux comprendre que ça soit une gêne pour certains. Après au niveau de l'histoire, c'était vraiment cool. Oui, on sent un petit coup de moins bien à l'approche de la fin, mais justement quand cette fin arrive, on a l'impression qu'on sait déjà tout ce qui s'est passé, et puis au final, non, parce que l'autrice, elle nous montre complètement autre chose sur cette fin, et on se dit « Ah, c'était ça finalement? Ah oui, ah d'accord, bon. » C'est quelque chose qu'on voit pas venir, enfin, moi je l'ai pas vu venir, et je pense honnêtement qu'on s'attend pas à ça, et du coup... voilà, très bonne lecture de mon côté. C'est peut-être pas le meilleur Kate Morton, j'en conviens, mais honnêtement,
c'était quand même très très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé me plonger dans cette époque, découvrir toute cette famille et découvrir aussi tous les liens avec Eddie et sa mère, c'était vraiment bien. Puis j'ai terminé le mois avec Gabriel, le premier tome du Goût du bonheur par Marie Laberge, publié chez Pocket, qui est donc cette saga où on suit une famille canadienne qui vit à Québec. Et l'histoire commence aux alentours de 1929, au moment où il y a un crash boursier qui va impacter beaucoup de pays, dont le Canada et dont la famille Miller. Ça a été ce genre de lecture avec laquelle j'ai une relation d'amour-haine. Les mots sont forts, hein, mais honnêtement, à la moitié du livre, j'étais toujours pas intéressée à 100% par ce que je lisais. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que j'aimais beaucoup dans le livre, et d'autres qui m'intéressaient pas du tout. C'était pas que j'aimais pas, c'était juste que c'était pour moi un peu sans intérêt. Enfin, vraiment, j'arrivais pas à être impliquée à 100% dans cette lecture et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et je me suis vraiment poussée à continuer et heureusement en fait parce que au bout d'un moment vraiment ça l'a fait et j'ai été vraiment plongée dedans. Mais comme je vous dis, à la moitié du livre, c'est-à-dire à 400 et quelques pages, j'étais toujours pas dedans à 100%. Donc c'est une lecture vraiment particulière à mes yeux. Je ne saurais pas vous dire vraiment si pour moi c'est une très bonne lecture ou si pour moi c'est une lecture mitigée. Tellement je suis passée par tous mes états avec ce livre. J'étais pas intéressée par toutes les intrigues. Et puis les personnages, j'arrivais à accrocher à Adélaïde notamment. Parce que Adélaïde c'est cette petite fille qui a un caractère bien particulier, qui ne ressemble pas aux autres enfants de son âge et forcément je me suis vraiment attachée à ce que j'ai pu trouver en elle. J'ai trouvé vraiment très intéressante comme personnage. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Nick parce que Nick c'est un personnage très controversé qui fait des choses assez douteuses mais en même temps il est vraiment très intéressant et je ne pouvais pas ne pas l'aimer honnêtement. Donc je suis très contente parce que ces deux personnages là j'ai très envie de les retrouver dans le tome 2. Et le tome 2 ça tombe bien, il est sur Adélaïde donc je sens que je vais le préférer à ce premier tome. Après il y a le personnage de Gabrielle qui est quand même l'héroïne de ce tome. Gabrielle, il m'a fallu un vrai temps d'adaptation pour me faire à ce personnage, pour l'apprécier. Au début elle m'intéressait pas plus que ça et puis à un moment donné elle va commencer à s'intéresser à la cause féminine. Et là elle a pris vraiment de la valeur à mes yeux, surtout que la cause féminine dans ce livre, bon sang, c'est quelque chose. C'est vraiment une des choses qui m'a le plus plu parce que c'est vraiment bien raconté. On voit vraiment ce qui se passait pour les femmes de l'époque, à quel point elles avaient peu de droits, peu de possibilités de vivre seules. Enfin, elles avaient besoin d'un mari, elles avaient besoin du mariage et elles étaient pas très bien traitées, mais genre pas du tout. Enfin, oui, je savais tout ça, mais dans ce livre, c'est expliqué et raconté d'une telle façon que j'étais vraiment hyper intéressée par tout ce côté-là. Je trouvais que c'était vraiment bien. Je dirais juste que la fin m'a semblé un peu rapide. En fait, dans ce livre, on s'intéresse surtout à une période de vie, à plusieurs années en particulier, et puis les dernières années de ce livre, elles passent super vite. On a très peu de scènes à ce moment-là du récit, et c'est déjà la fin, et les personnages sont déjà beaucoup plus âgés, et on voit pas trop, enfin on a moins de détails et du coup c'est assez surprenant comparé au début où on a vraiment énormément de détails, énormément de scènes de vie. Mais comme je vous disais, j'ai fini par être vraiment emportée à 100% dans cette histoire et du coup je lirai le tome 2 avec plaisir, je suivrai les aventures d'Adélaïde avec plaisir et puis j'espère que ça me plaira encore plus que Gabrielle et que je mettrai pas autant de temps à être vraiment aussi investie dans le livre. Voilà, c'est terminé pour ce bilan mensuel de mes lectures du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous lisez et si jamais vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui et ce que vous en avez pensé. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.